Donc nous sommes dans la localité de Bogol. C'est un centre de formation des membres du comité de gestion sur l'entretien des ouvrages de protection des berges et de récupération des terres. Donc ici, nous sommes sur le site de Digue en Gabion. Nous sommes en train d'expliquer aux apprenants le rôle de ces digues en gabion, les différents types de dégradation et en fin de compte comment réparer ces dégradations. Donc, comme vous le constatez ici, nous avons une digue en gabion éboulée, une digue en gabion éboulée et en même temps dont les fils ont été cassés. Il y a des pierres qui sont sorties. Donc nous sommes en train d'expliquer aux apprenants pour les petits entretiens, c'est-à-dire la fermeture des ouvertures, comment placer des pierres si la dégradation n'est pas trop avancée. Donc c'est des petits entretiens qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour prévenir les grandes dégradations comme ici. Donc là, nous avons le phénomène d'éboulement de la digue. Donc c'est un phénomène qui a tendance à tordre la digue. Et là, nous avons deux niveaux de dégradation. Donc le premier niveau de dégradation, c'est juste une torsion qu'on voit, mais la digue n'est pas effondrée. Donc là, on peut juste creuser, augmenter la fondation de 50 cm et la hauteur hors sol de 50 cm, en consolidant donc les deux côtés de la digue. Ici, la dégradation est très avancée. Il faut défaire et refaire cette digue en gabion. Ici, nous sommes au niveau d'une digue en gabion. Donc, ce qu'on constate un peu devant, nous avons des pierres de petite taille qui sont utilisées. Donc, c'est une mauvaise pratique parce que ces pierres-là ne doivent pas avoir une dimension inférieure aux dimensions des mailles. Parce qu'avec un petit choc avec l'écoulement de l'eau, ces pierres-là seront éjectées donc de la cage de gabion. Il est recommandé donc d'utiliser des pierres de dimension au moins égale à 18 cm. Donc pour qu'elles ne sortent pas de la cage. Voilà, ici nous avons un phénomène causé par le fait de laisser un espace vide entre la digue et la berge. Donc ceci est très mauvais parce que il provoque ce qu'on appelle le sapement des berges. La force de l'eau fait en sorte que déjà le gabion ne peut pas empêcher à l'eau de rentrer dans l'autre côté, au niveau du côté donc, de la berge. Et ce qui crée donc ce phénomène que nous voyons,
Donc la force de l'eau, le fait qu'il y aura divagation de l'écoulement, ça va provoquer donc ces genres de dégradation. Donc c'est des pratiques à éviter. Ça veut dire que pour poser une digue en gabion, il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas d'espace entre la berge et la digue en gabion. On ne doit jamais laisser d'espace entre la berge et la digue en gabion. Nous avons, en dépassant la partie donc, qui est renversée, nous avons des parties consolidées parce que ces parties-là ne présentent pas d'espace vide entre donc, la digue et la berge. Ici, nous sommes en visite sur les digues en pierre sèche. Les digues en pierre sèche sont des ouvrages dont leur résistance est inférieure à la résistance des digues en gabion parce que les digues en gabion ont des fils donc, qui retiennent, qui consolident les pierres. Alors que ici, c'est juste la pose des pierres donc, qui consolide l'ouvrage. Donc, ce qui fait que ils sont plus sensibles au choc que les digues en gabion. Donc, toujours dans notre quête, nous avons ici une digue en gabion qui va traverser une voie. Dans la conception, même si ça traverse une voie, on devrait enterrer une partie du gabion. Donc c'est ça que nous avons ici. Donc une partie du gabion de la digue doit être enterrée et laisser donc une partie vide pour le passage. Sinon, on ne peut pas donc arrêter les digues des deux côtés. La digue doit toujours continuer. Donc cette notion de continuité doit porter sur, même s'il y a une voie à faire dégager, la digue, la fondation donc doit continuer. C'est juste la partie hors sol donc qu'on va supprimer. Donc ici nous avons là où une digue en gabion et une digue en pierre sèche se croisent, se rencontrent. Donc au niveau de cette partie, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de vide laissé et que les deux digues forment une seule digue. Donc on doit avoir la même taille et la même densité de pierre, c'est-à-dire de melons, au niveau de la digue en gabion et au niveau de la digue en pierre sèche. Nous rencontrons également des digues en gabion qui ont été creusées par la force de l'écoulement. Donc ici, ce qu'il faut faire comme consolidation, c'est de concevoir une nouvelle digue ancrée, c'est-à-dire de fondation 0,50 à 1 mètre, juste au niveau de la fondation, et faire la même chose au niveau donc hors sol. C'est-à-dire disposer
continuer donc la consolidation jusqu'à 1 mètre hors sol. Donc, après une petite évaluation par rapport à tout ce qu'on a fait sur les digues en gabion et en pierre sèche, donc nous sommes actuellement sur un site de cordon pierreux. Le cordon pierreux, c'est une diguette qui a les mêmes caractéristiques que les digues en pierre sèche, parce qu'elle n'utilise pas de fil de fer pour tresser comme pour le gabion. Son rôle, c'est la restauration des terres dégradées. Donc on les confectionne en ligne, en plusieurs lignes. Son rôle, c'est de casser la vitesse de l'écoulement de l'eau. Donc lorsque l'eau passe au niveau de la première ligne, la vitesse diminue. Au niveau de la deuxième ligne, donc la vitesse de l'eau diminue au fur et à mesure. Donc ça évite les ravinements et donc la dégradation avancée des sols. Voilà, donc si la pente n'est pas trop forte, on peut ne pas exécuter une fondation. Mais d'habitude, c'est une diguette avec au moins 20 cm de fondation et 50 cm hors sol. Et les melons à utiliser doivent aussi être de grande taille, parce qu'avec l'écoulement de l'eau, les petites pierres sont toujours de mauvaise qualité et ils peuvent être toujours prises par l'écoulement, donc en fonction de leur poids. Pour être rigoureux dans le choix des melons destinés à la confection des digues en pierre sèche, nous sommes allés sur un autre site. Donc c'est un site de la vallée de Amdgra. Les pierres à utiliser doivent avoir les mêmes dimensions que les pierres utilisées dans la confection des digues en gabion. Donc des pierres de grande dimension, dont les dimensions doivent dépasser les 18 cm. Et là, on ne pose pas ces pierres-là n'importe comment. On doit les poser les unes sur les autres, à ne pas laisser de vide. Donc certes, on peut utiliser des pierres de petite taille, mais c'est pour combler les vides à l'intérieur de la digue. Mais à l'extérieur, on ne doit pas avoir donc des pierres de petite taille. Là aussi, c'est des ouvrages qui se dégradent rapidement en les comparant par rapport aux digues en gabion. Et les différentes causes de dégradation sont des fois les animaux qui escaladent, les êtres humains même, des fois pour enlever un passage, pour accéder à son jardin, les grands vents. Et là, il faut rapidement placer les pierres qui sont versées à leur place. Parce que si on laisse, la dégradation va s'empirer. La dégradation va s'empirer et la réparation sera très difficile. Donc c'est pourquoi nous montrons aux membres des comités de gestion comment réparer donc ces
c'est dégradation. Donc voilà, ici nous avons une digue en gabion qui n'a pas subi une déformation, mais nous avons la partie supérieure qui a subi des cassures de fil. Et ceci, c'est dû à un mauvais remplissage des cages. Donc là, on doit s'assurer que les cages sont bien remplies. Et même si ces fils sont cassés, on doit rapidement donc les réparer, les coudre. Donc voilà comment est-ce que on répare donc les fils cassés au niveau des gabions rapidement pour empêcher donc la rupture totale donc de la digue. Parce que si on laisse au fur et à mesure, donc la dégradation augmente et l'ouvrage donc va être ébloui. Nous continuons toujours notre visite. Nous sommes sur un nouveau site. Donc, contrairement aux autres sites ici, nous allons construire une digue en gabion de 4 mètres. Donc on est au stade tranché ici. Sa profondeur sera de 1 mètre et la section, la largeur aussi d'1 mètre. Mais pour des raisons de sécurité, on doit ajouter 15 cm de chaque côté, c'est-à-dire au lieu que la longueur soit de 4 mètres, on aura donc 4,30 mètres de hauteur et la largeur, au lieu que ça soit de 1 mètre, on aura 1,30 mètres. Si nous avons les cages de gabion, donc qui sont en train d'être dépliées. Et après le dépliage, on a assemblé donc les différentes faces pour avoir une forme de parallélépipède rectangle. Et après avoir assemblé toutes les faces, on laisse la couverture et on prend donc la cage pour la placer dans la tranchée. Pour faciliter la mise en place, on doit exécuter ce qu'on appelle des tirants. Donc il y a des tirants horizontaux et des tirants verticaux. Donc ici nous avons un tirant horizontal. On peut exécuter soit un ou deux tirants horizontaux et 2 à 4 tirants verticaux. Leur rôle, c'est d'éviter la déformation de la cage. Par finir, on veut avoir une forme parallélépédique. Donc, le rôle de ces tirants-là, c'est d'éviter la déformation de la cage lors de l'exécution, c'est-à-dire lors de la pose des pierres et des moulins dans la cage. Donc, la cage a une hauteur de d'1 mètre, une longueur d'1 mètre
et une largeur d'1 mètre. Donc le volume de melon à placer dans la cage, c'est 2 mètres cubes. Nous plaçons notre cage et ensuite nous plaçons nos melons. Donc ces melons sont classés en respectant les dimensions. Donc les dimensions ne doivent pas être inférieures aux dimensions des mailles. On doit mettre surtout au niveau au voisinage des mailles des melons de dimension supérieure à 18 cm. Donc néanmoins, on peut utiliser des petites pierres à l'intérieur donc pour empêcher les vides entre les grandes pierres. Donc ici, notre cage a été bien remplie. C'est la cage fondation, elle a été bien remplie. Et la couvercle, donc la façade supérieure, est en train d'être assemblée aux autres façades. Donc, après avoir placé la cage fondation, la cage hors sol est placée sur la cage fondation en étant bien assemblée à cette dernière. Donc, sera bien attaché à la cage fondation pour que les deux forment une seule partie, pour que ça soit monolithique. Et après, c'est les mêmes étapes qui vont être exécutées, c'est-à-dire c'est de placer les melons de grandes dimensions, de les placer de telle manière à ne pas avoir de vide donc entre eux, de bien le remplir, s'assurer que c'est bien rempli et assembler la partie supérieure, c'est-à-dire le couvercle de la cage, aux autres parties. Et là, nous avons notre digue en gabion de 4 mètres. Sur un site de demi-lune déjà réalisé où les demi-lunes sont presque toutes dégradées. Donc avant de confectionner des demi-lunes, il faut faire le choix du terrain. Il y a des terrains qui ne sont pas propices à la confection du demi-lune, comme ici, les terrains à grande pente. Les terrains à grande pente ne sont pas destinés à la confection des demi-lunes parce que l'écoulement de l'eau est très grand. Et quand l'écoulement est très grand, donc l'eau part avec les bourrelets, c'est-à-dire c'est la partie qui a la forme de croissant lunaire au niveau des demi-lunes. Donc nous avons bien expliqué aux apprenants que ces genres de terrains ne sont pas propices. Et les terrains qui sont sablonneux aussi ne sont pas propices aux demi-lunes. Parce que pour que le bourrelet reste, il faut que donc, ce bourrelet-là soit un peu argilé. Donc, les terrains qui ont déjà de la végétation ne sont pas propices à la confection des demi-lunes. Parce que donc, la cause, c'est-à-dire l'objectif de confectionner des demi-lunes, c'est pour faire régénérer la végétation. C'est sur des sols donc, qui sont déjà nus, des sols où aucune herbe ne pousse, où la fréquence des arbres est très petite. Donc c'est sur ces genres de terrain que l'on confectionne des demi-lunes. Et leur rôle, c'est la régénération de la végétation. Après avoir compris tout ceci, nous aidons nos apprenants à confectionner des demi-lunes. Donc, la première étape, les matériels à utiliser, c'est le compas, et la pelle,
et le pioche. Donc on doit d'abord tracer un demi-cercle de rayon 2 mètres, c'est-à-dire de diamètre 4 mètres. Et c'est dans ce demi-cercle-là que l'on va creuser. Donc on va utiliser la pioche pour creuser et la pelle. La partie de sol enlevé sera placée au niveau de l'arc de cercle, l'arc demi-circulaire, pour former une sorte de croissant lunaire. Donc c'est cette partie qu'on appelle le bourrelet. Et on doit s'assurer que la profondeur du bassin, donc le bassin c'est à l'intérieur même du demi-cercle, que sa profondeur fait au moins 20 à 25 cm. Donc nous sommes ici en train d'arranger le bourrelet et après on peut exécuter des semences. C'est-à-dire c'est des herbes qui existent déjà pour que après la saison de pluie ça pousse. Donc les demi-lunes doivent être écartées de 4 mètres et la disposition, parler de la disposition quinconce, donc ils ne doivent pas être alignés. Il faut qu'ils suivent une disposition quinconce, c'est-à-dire que l'eau recueillie par le bourrelet et rejetée sera donc introduite dans la demi-lune qui est juste derrière donc cette première demi-lune.